Bienvenue pour la suite de cette série de vidéos consacrée à la commande DAX. Aujourd'hui, avec l'utilisation d'un objet technologique dans TIA. Au menu, plein de tutos, de la théorie aussi, et des essais bien sûr. Rappel du matériel utilisé, comme dans les deux premières vidéos, une CPU 1212 classique, un drive V90 Profinet et un servomoteur équipé avec un codeur de 2500 points par tour. Au niveau mécanique, montage cette fois du moteur avec un système poulie-courroie pour bien se placer dans le contexte du positionnement. Et petit coucou à Franck et Marc pour la conception et réalisation mécanique de la bête. Allez, rappel des vidéos précédentes, c'est à partir de l'automate que l'on donne la consigne de position. Et c'est la CPU qui assure le calcul de la vitesse appropriée. Et pour cette vidéo, je vais réaliser le programme en utilisant des fonctions dédiées au contrôle d'axe. Ces fonctions ne sont utilisables qu'après avoir paramétré un objet technologique et pas n'importe lequel, celui prévu pour la commande d'axe bien sûr. Voici l'organisation générale. En haut, la vraie vie avec les matériels utilisés. Au-dessous, les trois acteurs logiciels. L'objet technologique, c'est le truc qu'on rajoute dans le projet indépendamment des blocs de programme. Vous voyez, ce sont deux dossiers différents. L'objet technologique sert à paramétrer l'entraînement. Ces paramètres sont stockés dans un DB spécifique. Ce DB sert également d'interface entre le programme et le firmware. Une fois l'objet paramétré, il devient possible d'utiliser des fonctions MC. Ce sont ces fonctions qui vont démarrer les tâches dans le firmware. Donc, en dehors du cycle automate principal, celui du main. Les tâches spécifiques au contrôle d'axe ne sont donc plus dans le programme. Par exemple, le calcul du profil, comme vu dans ma vidéo précédente, il est maintenant traité séparément, donc dans une couche logicielle plus bas niveau que le programme utilisateur. Donc gain de temps et de place. Allez, démo dans TIA. Configuration de départ, eh bien, ma CPU 1212, mon variateur V90, ma liaison Profinet, j'ai déjà tout créé, voir mes vidéos précédentes pour voir comment arriver jusque-là, hein. Au niveau de cette liaison Profinet, eh bien, on voit au niveau des entrées-sorties, eh bien, que ça a déjà été déclaré grâce à l'utilisation de Telegram de type 3. Important parce que c'est à partir du télégramme de type 3 que l'on a l'information du codeur qui nous sera utile pour connaître la position. Donc télégramme de type 3 avec ces adresses-là. Profinet donc. Au niveau du programme, le main, il n'y a rien pour l'instant. Objet technologique, il n'y a rien pour l'instant. Dans la table des variables, pour l'instant, j'ai rien déclaré de particulier. J'ai juste les boutons, les sorties, quelques variables intermédiaires, mais pour l'instant, on n'a rien. Type de données système, on n'a rien non plus. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Eh bien, je vais faire ajouter l'objet technologique. Donc, motion control, Théo positionnement axis. Voilà, je lui laisse son nom par défaut, axe 1, et je fais OK. Donc là, il va insérer au niveau des objets technologiques mon axe. On voit apparaître 3 dossiers. On voit également apparaître des types de données supplémentaires qui sont liés à ce Théo, technologique objet là, et des types intéressants. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, je vais refermer pour qu'on les voit. Ah, et je vais commencer par paramétrer tout simplement l'objet technologique. Donc, c'est la première étape où tout ce paramétrage va être stocké dans l'objet technologique qui n'est autre qu'un DB, c'est le DB 1. Allez, je commence. Donc, non, je laisse par défaut. Je dis que l'entraînement est commandé par Profinet, Profidrive en l'occurrence.
c'est pareil. L'unité de mesure de la position en millimètres, on laisse comme ça. L'entraînement, eh bien, je vais dire quel est le variateur, donc je vais le sélectionner. Vu que je l'ai déjà intégré dans mon dossier, il doit apparaître. Il est normalement dans la périphérie délocalisée, c'est-à-dire il est considéré comme un périphérique I/O, donc mon Synamix, et c'est ce Synamix que je vais aller chercher. Entraînement 1, je valide. Voilà, on peut sélectionner les télégrammes, je rappelle, c'est type 3 pour avoir accès à l'information du codeur. La valeur de référence de la vitesse 3000 par défaut, c'est ce qu'il y a dans le variateur. OK. Le codeur, eh bien moi, le codeur, il est sur l'entraînement. Donc on a bien cette liaison codeur vers l'entraînement et ensuite échange de données sur le Profinet, comme je l'ai montré sur le schéma bloc précédent. Type 3 avec les adresses qui vont bien, c'est un incrémental et moi, il a une résolution de 10 000 points par tour. C'est un 5000 avec quadruple résolution, donc 10 000. Pas de résolution fine, c'est-à-dire de sous-calcul à partir de ces 10 000 points. On ne recoupe pas les 10 000 encore, donc résolution fine à 0, il faut bien le mettre à 0. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Et en fait, ça, c'est plus spécifique aux codeurs de type Syncos, donc pas ce que j'ai ici. OK. Les adresses, on peut les voir d'ailleurs si je vais dans adresse. Vous voyez que maintenant, il a créé eh bien, automatiquement, hein, il a créé 2 nouveaux trucs là. Et ces trucs, en fait, sont associés aux adresses de départ, eh bien, des télégrammes, des PZD plus précisément. Et en fait, il a déclaré un type spécial. On l'avait vu tout à l'heure dans les types de données. Je l'ouvre là, bien qu'on voit. En fait, ce type de données, en fait, c'est une structure. C'est une structure qui comprend différents objets, des mots, par exemple, pour la vitesse, double mot. Également, vous voyez une structure encore avec un autre type de données. Comme ça, on a directement tous les bits bien, déjà déclarés. Ça évite de le faire manuellement comme j'avais fait précédemment dans une vidéo. Donc, avec ce type de données, là, on a déjà tout de défini avec les bons formats, les bons bits de déclarer. Pareil pour les commandes, le mot de commande qui est déjà déclaré. Partout, tout est déjà fait. Donc voilà, ces deux structures-là nous permettent d'accéder bien, à plein de variables à l'intérieur de notre objet technologique. Que je remonte parce que je n'ai pas fini le paramétrage. Donc au niveau général, c'est fait. Au niveau mécanique, le codeur, dans mon cas, est sur l'arbre et avec le rapport de la poulie que je vous montrerai tout à l'heure, bien, on a un rapport. Je vous passe le détail du calcul du rayon, le périmètre, hein, mais dans mon cas, ça fait 175 mm. Un tour du moteur fait déplacer l'axe de 175 mm. Le modulo, intéressant, j'en parlerai tout à l'heure. Dans mon cas de poulie courroie, c'est intéressant. Pareil, limite de position, je le montrerai tout à l'heure. Au niveau dynamique, régime dynamique, vitesse maximale en tours par minute, je peux aller jusqu'à 3000. Bon, je vais prendre une petite marge de sécurité quand même. Allez, je vais limiter à 2000 tours par minute. L'accélération, pour que ce soit un petit peu plus rapide, beaucoup plus rapide, je vais mettre par exemple 0,2, 0,2. Voilà. Pas de lissage pour l'instant. Arrêt d'urgence, je m'en occupe pas. Référencement, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, je ne l'active pas. Je vais dire qu'il est utilisé sur une entrée Tor qui n'est pas câblée. Donc du coup, pour l'instant, on s'en préoccupe pas. Je vous montrerai par la suite.
surveillance de position, donc ce qui fait que l'on peut déclencher un défaut si jamais le positionnement s'est mal passé. Alors je vais augmenter parce que comme je vais faire des essais, où des fois, ben, le comportement du système ne sera pas optimisé, donc je vais prendre une petite marge de tolérance, donc je vais mettre 10 secondes avant que l'on déclenche un défaut. L'erreur de traînage, je vais désactiver la surveillance, là pareil pour pas que ça génère de défauts lors d'essais un petit peu hasardeux. Et voilà, le reste, boucle de régulation, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est fini. Vous remarquerez eh bien, maintenant que l'on a deux blocs qui apparaissent automatiquement dans les motion control, là, dans les blocs de programme. On ne peut rien voir à l'intérieur, d'ailleurs, ils sont verrouillés, mais ils sont apparus. Et ben c'est parti, je fais un premier test. Voilà, donc j'ai transféré, je me suis mis en ligne, tout est vert, je vais aller eh bien, dans mise en service. Mise en service, panneau de commande, et je vais prendre la maîtrise de commande, oui. Pour l'instant, eh bien, on voit que l'axe n'est pas débloqué par référentiel, il n'est pas prêt. Normal. On remarquera qu'il est dans une certaine position. Le codeur a tourné. Bon, bref, on est dans cette position. Je vais la noter. Elle nous sera utile par la suite. Moins 69. Voilà. Et je vais libérer l'axe. On voit eh bien, qu'il est débloqué maintenant, qu'il est prêt. Je vais pouvoir faire une avance, donc en mode normal par à coup. Et bah, par exemple, si je fais une avance, la vitesse donc est fixée. Alors elle est en millimètres par seconde. Pourquoi pas. Je peux la mettre en tours par minute. J'ai préparé une table de visualisation. Je vais la mettre à côté, là. Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment on fait la conversion? Ben, il y a le rapport de 175 que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a aussi le fait que j'ai récupéré, je vous le montre, le mot au niveau des PZD, donc du télégramme échangé avec le variateur, nlist B et nsol B pour récupérer en tours par minute avec la conversion qui est liée à la vitesse de référence du variateur, donc 3000 en réglage usine, et la valeur maxi. Donc là, on est sur un mot de 32 bits, donc ça fait 4000 hexa, voire vidéo précédente pour comprendre la conversion. Et donc, c'est moi qui fais cette conversion là, voilà. On l'a donc en tours par minute, je fais avance. Donc, vous voyez là, ça tourne lentement. Je peux bien sûr accélérer. Je vais mettre beaucoup plus. On voit eh bien, que la position forcément augmente, elle diminue si je vais en marche arrière. Et l'idée, c'est de retrouver la position d'origine. Et bien pour ça, je peux utiliser le mode positionnement. Positionnement, vous voyez que dans ce mode, on n'a pas accès au mode absolu là, on est juste en positionnement relatif, relatif par rapport à la position actuelle, qui est celle-ci. Et donc là, je vais lui dire, bien, par exemple, je veux aller par rapport à cette position là, eh bien, je veux faire 100 mm de plus ou 10 de plus. Donc si je le fais, on voit eh bien, que ça réduit. Si je veux récupérer la position que j'avais au départ, relatif, ça ne bougera pas, je vais faire eh bien, plus 7158.865 relatif. Donc là, il a retrouvé sa position 0. Je suis maintenant à la position 0, mais on voit que ça ne correspond pas au 0 qui se trouve sur la règle graduée de l'entraînement, de la courroie. Là où j'ai fait le petit repère blanc, bah, du coup, je vais dire, bah, il faut que je me recale en manuel jusqu'à cette position. Donc là, il faut que je fasse à peu près combien? Eh bien, en fait, c'est les fameux 69,702 mm que j'avais noté tout à l'heure, hein, que je vais arrondir. Voilà, il s'est recalé à 0.
Et je vais dire eh bien, que cette position, c'est ma position de référence. Donc je vais dire définir la référence. On voit que ça passe vert et donc l'axe est référencé par rapport à cette position 0, celle qui correspond au caractère, au trait blanc sur la règle. Donc du coup maintenant, je peux faire un positionnement. Si je fais par exemple 100, donc 10 cm en absolu, ça veut dire que je vais déplacer jusqu'à 10 cm, alors que si je le fais en relatif, c'est 10 cm par rapport à là où j'étais. Si je refais maintenant absolu, il va revenir en arrière pour reprendre les 10 cm. Alors, ok, ce sont les modes de fonctionnement principaux. On va essayer de voir un petit peu quel est le profil de vitesse. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser une trace. Donc trace, trace. Au niveau de la trace, je vais la ressortir. Eh bien, je vais mesurer la vitesse, la consigne et la position. Vous voyez que la position, je l'ai pris directement. J'ai pas fait une conversion ou quoi que ce soit. Je rappelle que je peux prendre directement des données dans le DB où se trouve l'objet technologique, donc axe 1. Je pourrais mettre ici ce que je veux, hein. Je pourrais aller chercher plein d'informations, c'est pour ça que je suis allé chercher la position actuelle, mais je pourrais récupérer plein d'autres choses. Bon, je ne vais pas le faire, mais ce serait possible. C'est accessible directement sans déclarer de nouvelles variables dans l'automate. Voilà, je me connecte et je vais faire diagramme. Je vais faire les deux en même temps, donc je vais me mettre avec une vitesse un petit peu plus lente parce que sinon on va pas voir grand chose. 1000 et je vais faire acquisition. Là j'y suis déjà, je suis bête. Il faudrait que je fasse 10 cm de plus. Voilà. Enregistrement terminé. On va regarder le résultat. Eh bien, on voit une phase d'accélération, une phase de décélération. Comme la distance à parcourir était toute petite, il n'a pas eu le temps d'atteindre son palier. Et donc, la vitesse a fait comme ça. Je pourrais donner une position plus importante, où je reviens en arrière, peut-être 0, absolu. Et je vais lui dire, fais 300, avec une vitesse un peu plus lente, 500, 500. Je remets. Voilà. Et je fais déplacement. Enregistrement en cours, terminé. Je le repositionne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un profil de vitesse trapézoïdal. Je vais zoomer. Je vais zoomer. Profil trapézoïdal. On remarquera qu'au niveau de la vitesse, il y a un petit dépassement ici. On voit qu'il y a également un petit dépassement à ce niveau-là. Eh bien, on va essayer d'analyser tout ça. Alors, premier point à étudier, c'est le temps de cycle, en gros l'échantillonnage du régulateur de la boucle de position. Si on regarde un relevé, on voit les paliers caractéristiques de cet échantillonnage. Durée constante est égale à 10 millisecondes. On se rappelle que les échanges entre la CPU et le variateur se font par Profinet. Tout passe par le câble réseau. C'est très rapide, mais pas instantané, surtout en temps réel RT, moins rapide que le IRT, l'isochrone, qui est seulement possible à partir des CPU 1500. Autre rappel, le cycle I/O du réseau est défini d'une part avec la cadence paramétrée dans le contrôleur I/O, donc la CPU ici, et d'autre part par le temps d'actualisation et le délai de réponse paramétré dans chaque périphérique I/O.
Donc dans mon cas, ici, 2 à 6 millisecondes pour la transmission, et donc pas cohérent avec les 10 millisecondes mesurés sur les relevés précédents. Eh bien c'est normal, car les 10 millisecondes ne correspondent pas au cycle I/O, mais au temps de cycle Motion Control. Appelé cycle d'application, il est paramétrable dans les propriétés du MC Servo LOB91. Extrait de la doc Siemens, on voit les règles pour choisir ce temps de cycle. Sans surprise, il faut qu'il soit supérieur au temps de cycle I/O. Question de timing, sur un cycle MC, on a d'abord l'exécution de l'OB91, puis de l'OB92, et le temps de cycle restant est disponible pour le traitement du programme utilisateur, l'OB1, donc le main. S'il est court, un nouveau OB1 est relancé, mais sinon, la suite du main est exécutée au cycle MC suivant. Je rappelle que tous les OB sont lancés automatiquement par le système d'exploitation. Ce n'est pas à nous de faire les appels dans le programme. Si on réduit le temps de cycle, par exemple ici 4 millisecondes, on peut être trop limite. Et du coup, les cycles sont irréguliers et ça peut même générer un défaut et arrêter le système. En conclusion, les OB de contrôle d'axe rajoutent du temps de traitement. C'est pas énorme, mais pas négligeable non plus. En contrepartie, on va pouvoir utiliser des fonctions de régulation de haut niveau. Et très performantes, je vous montre. Voici un relevé avec une consigne de position de 10 000, des rampes lentes, une vitesse maxi de 1700 tours par minute du moteur, position finale atteinte tranquillement, mais sûrement, pas d'erreur statique. Je réduis maintenant les rampes, positionnement donc beaucoup plus rapide, mais apparition d'un léger dépassement sur le profil de vitesse. Voici la consigne superposée à la vraie vitesse mesurée. Tout ça pour vous montrer qu'à part un léger temps de retard, ça suit parfaitement. On peut donc considérer la boucle de régulation de vitesse interne au variateur comme bien réglée. Le dépassement sur le profil est donc bien engendré par la boucle de position dans la CPU, qu'il va falloir régler correctement. Ça se passe dans l'objet axe, configuration, et on voit deux coefficients réglables, le gain de boucle KV et un autre d'anticipation. Pour l'instant, j'annule l'effet de l'anticipation, juste un gain KV de 10, profil plutôt mou, le trapèze est un peu arrondi. Toujours sans anticipation, j'augmente KV, le profil devient plus nerveux. Si j'augmente trop, ça devient instable. Mais en gardant ce KV trop grand et en ajoutant un 50% de commande anticipatrice, on réduit l'instabilité, un peu comme un correcteur dérivé ou à avance de phase. Autre réglage ici, et un autre, extrême ici, 100% d'anticipation et juste 1 pour KV. Le profil est nickel. Et donc, si l'anticipation suffisait à tout faire, essayons d'annuler le KV. Et bien là aussi, le profil de vitesse est impeccable. Mais attention, apparition d'une très légère erreur. Normal, le profil a été calculé pour nous faire arriver pile à la bonne position, mais s'il y a un léger décalage, il n'est pas compensé par la boucle de position, vu que j'ai mis KV à 0. Alors, comment fonctionne une commande par anticipation? Vous l'avez vu, c'est très efficace, et notamment sur les systèmes de commande d'axe. Pour autant, c'est pas de la sorcellerie. Commençons par l'exemple d'un skieur. Lorsqu'il voit un virage, il essaye de le négocier au mieux, mais s'il voit le virage qu'au dernier moment, il risque de mal le prendre. Prenons maintenant un autre skieur, qui lui a connaissance de tout le parcours avant de commencer. Il peut se préparer avant, donc réfléchir
et anticiper sa façon de gérer chaque virage. En résumé, dans une stratégie prédictive, on anticipe ce que l'on va faire. Alors qu'avec une régulation traditionnelle, on réagit aux événements au fur et à mesure qu'on les observe, ce qui peut engendrer du retard dans la réponse du système si on corrige au dernier moment. Pour revenir à notre système de positionnement, on remarquera que la commande avec calcul de profil trapézoïdal, vue dans ma vidéo précédente, est en fait une stratégie par anticipation. On détermine à l'avance à partir de quel moment on va freiner, comme le skieur anticipe là où il va planter son bâton. Pour ça, il faut faire un calcul. Je vous l'ai montré la dernière fois, il donnait bien une valeur de position qui a permis d'anticiper correctement le freinage. Mais pour anticiper, il a fallu connaître à l'avance le comportement du système et donc des équations qui le caractérisent. Donc avoir un modèle comportemental. De façon générale, le modèle est censé nous donner les mêmes grandeurs de sortie que le vrai système. Pour les distinguer, les théoriciens ajoutent souvent un petit chapeau sur les grandeurs estimées. Bien sûr, grandeur estimée et grandeur réelle sont censées être les mêmes si le système et le modèle sont soumis à la même commande. Dans notre cas, la commande est fournie par la CPU à partir de la consigne demandée par l'utilisateur. Cette CPU intègre donc la loi de commande et peut aussi faire des calculs, donc intégrer un modèle de comportement attendu. Dans le détail, la loi de commande peut être réalisée simplement avec un régulateur classique. On corrige en fonction de l'erreur observée. Mais on peut ajouter à cette commande une action anticipatrice. Il faut pour cela ajouter un truc qui estime les positions et vitesses avant de les avoir en vrai. Et bien ce truc, dans la CPU, c'est le bloc MC interpolateur, la tâche OB92, qui a été ajoutée automatiquement avec l'objet technologique de commande d'axe. Et la loi de commande, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec les deux réglages, anticipation et KV. Si on regarde les docs Siemens, on retrouve la structure complète du système. À droite, le variateur avec sa boucle de vitesse intégrée. Dans ma vidéo précédente, on avait vu comment la régler. Et à gauche, c'est la CPU avec l'interpolateur et le régulateur. Remarque, pas de correcteur de type intégral. Je rappelle que ce n'est pas nécessaire dans un asservissement de position. Intégration naturelle entre grandeur, position et vitesse. Autre remarque, pas de correcteur dérivé non plus. Je rappelle que de façon générale, une correction D a une action d'anticipation. Eh bien, pas besoin ici, on a encore mieux avec la précommande en vitesse. Niveau réglage, sans surprise, la doc Siemens nous rappelle l'action du correcteur proportionnel. Donc à augmenter, mais pas trop, sinon on dégrade la stabilité. Allez, tiens, petite vidéo avec deux réglages de KV. Je vous laisse choisir le meilleur juste à l'oreille. Alors, pour faire le choix des valeurs de la boucle, on peut se servir du menu optimisation. C'est pareil qu'avec la trace, hein, c'est pas un auto-tune, hein, c'est à nous de le faire, hein, c'est pas automatique, c'est pas un auto-réglage. On voit d'ailleurs la trace qui apparaît comme une trace traditionnelle, elle est au-dessous, les grandeurs sont déjà déclarées. Et on peut faire différents essais en changeant des valeurs. Si je change le gain, par exemple, et que je fais un test, hop, on voit le résultat, 100%, on voit bien, et on se dit, tiens, celui-là, il me va bien, il me va pas, on recommence, comme on le ferait avec une trace classique.
Alors jusqu'à présent, j'ai commandé mon moteur en manuel. Mais bien sûr, il existe des fonctions pour commander les mouvements depuis le programme utilisateur. Ce sont les fonctions MC. Rien à voir avec MC Solar, bien sûr. Lui, c'était aussi pour bouger, mais d'une autre façon. Allez, plus sérieux, au niveau des docs, il faut les bonnes. Elles contiennent tous les détails sur les fonctions. Les principales fonctions, les voici. Allez, démo de quelques-unes avec TIA. Alors, pour travailler plus proprement, je vais me créer un FB que je vais appeler fonction MC. Ok, pourquoi j'ai fait ça? Ça me permettra en fait de stocker les DB d'instance de chacun des MC au même endroit. Voir ma vidéo sur les FB-DB pour mieux comprendre. Donc je vais faire mon appel de fonctions qui sont en motion control ici, là. Le MC Power qui est obligatoire, c'est celui qui débloque l'axe, donc que je place. Et vous voyez là, je vais le mettre en multi-instance. OK. Ensuite, il faut lui appliquer les bonnes entrées. Sur quel axe je dois faire l'opération? Sur l'axe 1, tout simplement. Qu'est-ce qui déclenche Enable l'opération? Je vais mettre un simple bouton. Voilà. Et quel type d'arrêt je veux quand je stoppe? Je vais mettre la doc. Eh bien, on a trois possibilités, 0, 1, 2. Je vais prendre le mode normal, arrêt immédiat. 1. Voilà, c'est fait. Rien besoin d'autre. Je vais faire donc l'appel de cette fonction dans le main. Fonction MC. Du coup, il y a création du DB d'instance de mon FB. Et c'est dans cette instance que je vais retrouver les instances de mes fonctions MC. Comme ça, elles seront toutes là, ce sera plus propre. Main, je reviens. Fonction, je reviens. Et je fais un test. Voilà, transfert, liaison en ligne. Et je peux voir mon bloc. Je peux voir d'ailleurs au niveau du diagnostic ce qui se passe. Mon axe pour l'instant, n'est pas débloqué, il n'est pas prêt. Et c'est grâce au bouton 0 que je vais activer. Bouton 0. Status OK. L'axe est débloqué et il est prêt. Si je retombe le bouton, on voit débloquer qui change ou pas. Allez, pour la suite, j'ai pris un peu d'avance. J'ai placé un bloc MC Move Jog qui permet de déplacer l'axe tout simplement. Quel axe? L'axe 1, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bouton 1 pour faire dans le premier sens, bouton 2 dans l'autre sens, et velocity, la vitesse, donc c'est en millimètres par seconde, par exemple, 100. Allez, test. Hop, les infos de vitesse et converties en tours par minute, ce sera plus sympa. Bouton 1. Voilà, donc marche avant. Bouton 2, marche arrière. Et voilà. Autre fonction que je voulais vous montrer, MC Move relative. Toujours pareil, sur l'axe 1, j'en ai qu'un. Maintenant, c'est le bouton 3 qui va lancer l'exécution de cette fonction donc de déplacement relatif d'une certaine distance que j'ai mis dans une variable, par exemple 10 cm, avec une vitesse constante. J'appuie sur le bouton 3 et on voit donc le déplacement de 10 cm. Je refais 10 cm, encore 10 cm. Donc c'est à chaque fois par rapport à la position où on se trouve. Là, il faudrait que je fasse marche arrière, donc je vais faire par exemple moins 200.
et on a un retour depuis cette position de 20 cm. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est la fonction de déplacement absolu, move absolu, que je vais commander à partir du bouton 7, toujours sur mon axe 1, et je vais faire un déplacement jusqu'à un emplacement bien défini, grâce à une consigne de position que je vais choisir. Et ce déplacement va se faire par rapport à l'origine, ce qu'on appelle la référence. Et pour fixer la référence, on va se servir de la fonction home. Alors vous allez me dire, où se trouve actuellement la référence? La référence, selon l'état du système, on voit qu'elle est à 839 mm de là. Alors que moi, si je regarde sur mon axe, la courroie et le trait blanc se trouvent bien à 0. Donc ça ne coïncide pas. Et c'est pour ça que je vais affecter cette position actuelle comme étant la nouvelle position de référence. Exécute. On voit que la position maintenant, c'est la position 0. On remarquera que cette opération n'a pas changé l'information du codeur parce qu'on n'a pas déplacé, on n'a pas fait tourner le moteur. Donc ça veut dire qu'on a simplement recalé cette position réelle physique donnée par le codeur à une position de référence 0. Maintenant, je vais choisir un déplacement, par exemple, de 200 mm et je vais activer le bouton 7. Hop. Voilà. On s'est bien déplacé de 20 cm. J'arrête. Si je change, ici, je vais mettre 0. Donc, il va se repositionner à l'origine automatiquement. Bouton 7. On a bien fait un déplacement absolu par rapport à la position que l'on revoit. Je la remontre là-haut. 200. Donc la position réelle correspond bien à la position demandée en consigne. Pour terminer, petite démo de l'utilité et des fonctionnalités de modulo et fin de course. Pour le modulo, c'est particulièrement utile avec le système de poulie-courroie que j'ai aujourd'hui, tout simplement parce que si on dépasse la valeur max de positionnement, 300 sur mon exemple, on peut retrouver l'origine 0 après avoir fait un tour complet de la courroie. Et ça, autant de fois que l'on fait de tours. Le modulo, c'est donc la longueur d'un tour complet, en l'occurrence 835 mm dans mon cas. Dans TIA, je vais dans mon axe 1, configuration, modulo, activer modulo, et je vais déclarer ma longueur de 835 qui correspond à un tour. Allez, je transfère, je teste. Alors, je me suis fait une petite supervision pour que ce soit un petit peu plus sympa, où on voit l'entraînement et une commande gauche-droite avec une vitesse que je choisis. La position s'affiche automatiquement, ainsi que le codeur et la vitesse en tours par minute. Si je fais gauche, on voit le déplacement. Bien sûr, si je dépasse au bout, on ne voit plus le repère. Par contre, on sait que l'on est au-dessous et on devrait le voir réapparaître. Si on n'avait pas fait de modulo, ça se serait incrémenté autant de fois, 1000, 2000, 3000, alors que là, vous allez voir, ça va repasser à 0 automatiquement quand on a passé le seuil des 835. Je fais plus vite pour qu'on voit mieux. Regardons maintenant la notion de fin de course. De façon générale, sur un entraînement d'axe, le mouvement peut être limité, comme sur les modèles en photo ici. Pour éviter que le moteur continue de forcer, s'il est malencontreusement resté alimenté avec l'axe arrivé au bout, on doit placer des fins de course de sécurité. Ces capteurs, on peut les raccorder à l'automate. D'ailleurs, dans mon cas, il n'y a que ça de possible, vu que je n'ai pas de bornier adapté sur le variateur. La sécurité peut être programmée de différentes façons.
Je vous montre ici avec l'objet technologique. Il suffit de définir sur quelles entrées les capteurs sont câblés. Et c'est fini. Ou encore, autre solution, on n'a même pas besoin de vrais capteurs. Je vous montre. Alors, je suis dans le menu limite de position. Je fais activer fin de course logiciel et je vais définir l'inférieur à 30 mm. Alors, la figure est inversée par rapport à mon système à moi, là. Donc, ça, c'est l'inférieur et ça, c'est le supérieur à 270. Voilà, j'ai déjà transféré et lancé. Je mets ma petite supervision où j'ai matérialisé les zones de fin en jaune, là. Je peux bien sûr me déplacer gauche, droite, sans problème. Au milieu, alors c'est un peu lent ça. 50, voilà. Je peux me déplacer. Et bien sûr, si jamais je vais trop loin, eh bien on arrive en butée. Le système s'est arrêté, même si je refais gauche, là je ne peux plus avancer. Normal parce qu'on voit apparaître le défaut, erreur sur l'axe, le fin de course. Je le mets un peu mieux là. Logiciel a été accosté. C'est le supérieur. Est-ce qu'il est? C'est bien celui qui est le plus grand. Pour redémarrer, il faut que j'acquitte le défaut. Donc, je vais prendre la main ici, ce sera plus rapide. Et je fais, donc on voit le défaut, acquitter. Voilà, donc je peux me sortir de la zone, pardon, droite. Voilà, et là, je suis libre de mouvement. Et bien sûr, si je viens taper de l'autre côté, je mets ça et ça. Si je viens taper de l'autre côté, eh bien on voit que maintenant c'est la limite inférieure qui a été butée et je ne peux plus continuer ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut à nouveau acquitter le défaut. Allez, dernière partie, je vous parle du référencement. L'idée générale, c'est de pouvoir modifier en cours de fonctionnement la position d'origine 0. Par exemple, en utilisant un capteur sur l'axe, qui lors de son activation, va recaler l'origine. Selon la doc, au moins 3 façons de faire un référencement. Le dernier, appelé direct, c'est celui que je vous ai montré en début, sans utiliser d'entrée physique. Sinon, on peut faire un référencement actif. Le système va chercher automatiquement le capteur, appelé CAM. Une fois trouvé, il s'arrête. Je vous laisse lire la doc pour tous les détails. Ou encore, on peut faire un référencement passif. Dans ce cas, la nouvelle capture d'origine se fait en cours de fonctionnement à la volée et les mouvements doivent être commandés par ailleurs. Allez, on regarde dans TIA. Je vais dans mon objet technologique axe 1 configuration, référencement passif et je vais choisir utiliser une cam via une entrée tout ou rien de l'automate qui sera l'entrée I07. C'est là où je suis censé avoir câblé un capteur ou une cam. Alors moi, j'ai mis un bouton pour que ce soit plus facile à simuler, mais dans la vraie vie, ce serait le capteur. Et ensuite, on définit l'activation, c'est-à-dire la prise de référence. Est-ce que ça se fait sur un front montant ou descendant? C'est au choix, je vais le laisser comme ça pour voir comment ça se passe. Voilà, je l'ai déjà transféré, je me suis mis en ligne. Bien sûr, tout va se passer avec l'instruction MC Home qui va être activé, exécute à partir du même capteur, donc I07, il faut que ce soit les mêmes, sinon ça ne fonctionne pas, avec un mode 2, c'est-à-dire le mode passif, et la position sera la position 0 quand on va activer. Alors, on voit que ici l'axe est mal référencé, puisqu'on voit que la valeur numérique 3,2 cm dans l'objet technologique ne correspond pas à la valeur vraie sur le système. Il faut donc recaler ça. Pour ça, si on a un capteur, on pourrait détecter la position du trait blanc lorsqu'il va passer à un endroit particulier, par exemple le repère 0. C'est parti, moi je vais le simuler avec un bouton, mais ce serait
identique. Donc on va faire une marche arrière jusqu'à ce que eh bien, la position que l'on aimerait avoir enclenche le capteur et donc la remise à zéro, c'est-à-dire le référencement. Donc on y est presque. Voilà, repositionnement. Donc à zéro de l'axe qui correspond maintenant à la vraie position. Et donc si je demande une position, eh bien il y a correspondance entre la valeur numérique et la vraie valeur physique. Autre technique, le référencement actif. Alors c'est marqué activé, je pense que c'est une erreur de traduction. Je vais le mettre sur une cam, toujours le bouton I7, I07, l'entrée physique. On peut choisir le sens de référencement. Est-ce qu'on le fait en marche avant ou en marche arrière? Moi, je vais le faire en marche arrière. Pareil, est-ce que c'est sur front montant ou descendant de la cam? Voilà, je fais par exemple ça, donc marche arrière, front montant, et ensuite ça va dépasser, revenir et se caler. Ok, je transfère. Voilà, alors comme tout à l'heure, j'ai fait exprès de décaler l'axe pour qu'il soit mal référencé, vous voyez que ça ne correspond pas entre les positions. Eh bien, on va faire ce référencement à partir du MC Home. Alors, j'ai changé le bouton pour pas que ça soit en même temps sur la configuration et sur le MC Home, donc bouton 6 maintenant, qui va lancer le référencement en mode actif, c'est-à-dire mode 3. Je le fais, j'active bouton 6, on voit qu'il fait marche arrière comme prévu, il arrive au capteur, il repasse en référencement et quand il accoste, il s'arrête. Donc maintenant, on a bien 0. Le référencement est terminé et bien sûr, mon axe est bien calé. Allez, il est temps d'une petite conclusion. On a vu comment gérer un axe avec un objet technologique et des fonctions de motion control dans la CPU. Beaucoup de possibilités, vous l'avez vu. Mais un autre mode de fonctionnement serait possible. Ce serait de paramétrer le variateur en régulation de position. Du coup, la boucle de position ne fait plus intervenir la CPU. Tout se passe dans le paramétrage du variateur, réglage des coefficients des deux boucles, vitesse et position, et toutes les fonctions dédiées au positionnement. Tout est intégré dans le variateur, comme le montre la doc Siemens. Affaire à suivre donc.